L'arôme de la viande grillée emplit l'air du Texas, attirant les clients affamés à Bennett Smokehouse and Grill, un restaurant familial proposant des hamburgers si appétissants que les gens traversent les frontières de l'État juste pour les goûter. Mais derrière les grilles grésillants et les mélanges d'épices secrets se cachait quelque chose de bien plus inquiétant. Les clients pensaient manger le meilleur bœuf de Houston, mais en réalité, ils n'avaient aucune idée de ce qui se retrouvait dans leur assiette. Personne ne connaissait la sinistre vérité jusqu'à ce qu'une personne s'en approche de trop près. Il s'agit de Renée Bennett, l'épouse du chef. Et lorsqu'elle a réalisé ce qui se passait, il était trop tard. Nous entendons parler de tueurs en série qui se cachent à la vue de tous, de tueurs qui s'intègrent facilement dans la société, mais un chef qui sert à ses clients sans méfiance des plats à base de chair humaine, c'est un peu comme un cauchemar. Qu'est-ce qui pousse un homme à transformer son restaurant en abattoir et combien de personnes ont été victimes de ces crimes sans le savoir? Cette histoire est tirée de la section True Crime, où nous dévoilons les crimes les plus choquants et les plus impensables commis sous nos yeux. Si vous pensez pouvoir supporter la vérité, abonnez-vous et activez les notifications. Nous dévoilons les recoins les plus sombres de la nature humaine. Les mains de Marcel Bennett étaient familiarisées avec le poids d'un couteau bien avant qu'il n'entre dans la cuisine. Il est trôné dans une atmosphère de violence et de précision. Il a grandi dans les arrière-salles de l'usine de conditionnement de viande de son père, où l'odeur de la chair crue et de l'eau de javel flottait toujours dans l'air. Dès ce qu'il a été assez grand pour atteindre le comptoir, son père, Clyde Bennett, a veillé à ce qu'il fasse la différence entre les coupes propres et les coupes sales. Clyde n'était pas seulement un boucher, c'était un homme qui avait des secrets. Si son commerce est resté ouvert, ce n'est pas en raison de sa qualité, mais parce qu'il était redevable à ses clients. Marcel a grandi dans un environnement où les dettes ne se payaient pas avec de l'argent, mais avec de la viande, du silence et du sang. À l'âge de 10 ans, Marcel a vu que son père ne se contentait pas de gérer des carcasses d'animaux. Parfois, la nuit, des hommes étranges passaient par la porte arrière et apportaient des rouleaux enveloppés dans un plastique épais. Clyde n'a jamais expliqué la signification de ces actes et il n'en avait pas besoin. Mais Marcel était attentif. Il écoutait, observait et comprenait. À l'adolescence, Marcel pouvait démonter un animal entier avec une précision chirurgicale. Il connaissait les points de pression, savait comment faire couler le sang correctement, comment faire des incisions qui ne laissaient pas de traces. Son père lui avait toujours dit qu'un boucher et un tueur n'étaient pas si différents, la seule différence étant ce qui était dépecé. Mais une nuit, Clyde Bennett disparaît. Pas de corps, pas d'explication, juste une disparition. La police n'a pas fait de distinction. Certains ont dit que Clyde s'était enfui, d'autres ont chuchoté qu'il avait croisé la mauvaise personne. Marcel n'en a jamais parlé. Il s'est contenté de reprendre ce qui lui restait, les connaissances de son père, son argent et sa capacité à faire disparaître les choses. Au lieu de rouvrir l'usine de conditionnement de la viande, Marcel avait quelque chose de plus grand en tête. Avec l'argent qui lui restait, il a ouvert le Bennett's Smokehouse and Grill, dans le 5e quartier de Houston. Il voulait prendre un nouveau départ, un endroit où il pourrait diriger son empire, où les gens le respecteraient non seulement en tant que boucher, mais aussi en tant qu'homme de pouvoir. Et cela a marché. Son barbecue est devenu légendaire, une viande tendre et juteuse qui fait fermer les yeux dès la première bouchée. Les clients venaient de partout, jurant que ses hamburgers avaient une saveur qu'ils ne trouvaient de nulle part ailleurs. Mais derrière le grill, derrière le charme, derrière les galettes parfaitement assaisonnées, il y avait un secret encore plus sombre que celui de son père. Car Marcel n'a jamais quitté le secteur de la viande. Et bientôt, Houston apprendra le véritable prix de son succès. Renée Bennett avait toujours été attirée par le pouvoir,
et il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de succès, mais de la façon dont un homme se comportait, comment il faisait plier les autres à sa volonté sans dire un mot. Tel était Marcel Bennet. Ils se sont rencontrés alors que Renée n'avait que 21 ans et qu'elle travaillait comme serveuse dans l'un des meilleurs restaurants de Houston. À l'époque, Marcel n'était pas un client comme les autres. C'était une véritable présence. Il était élégamment vêtu, parlait avec aisance et laissait des pourboires qui rendaient les autres serveuses jalouses. Mais ce n'est pas seulement sa générosité qui a attiré l'attention de Renée. C'est aussi la façon dont les gens le respectaient, la façon dont le directeur du restaurant le saluait personnellement. Le personnel de cuisine se pâmait de joie lorsqu'il passait une commande, et les hommes puissants le regardaient comme s'il lui devait une faveur. C'était enivrant. Marcel poursuivit Renée avec autant d'intensité que n'importe quoi d'autre. En quelques mois, elle était dans ses bras, habillée de vêtements de marque, dînant dans les meilleurs restaurants, vivant une vie dont elle n'avait jamais rêvé. À 23 ans, elle est devenue sa femme. Au début, tout était parfait. Marcel la faisait se sentir comme une reine. Leur maison était magnifique, construite sur mesure, en dehors de la ville et meublée avec les meubles les plus raffinés. Elle conduisait une voiture de luxe et avait tout ce qu'elle voulait, selon elle. Au fil des ans, Renée a commencé à voir un autre aspect de Marseille. Au début, il s'agissait de petites choses. Elle n'avait pas le droit d'aller dans le congélateur du restaurant. Elle n'avait pas le droit de demander d'où venait la viande si la livraison était retardée. Il n'y a jamais eu de pénurie de nourriture. D'une manière ou d'une autre, Marcel avait toujours de la viande fraîche, même lorsque les fournisseurs juraient que les retards étaient inévitables, et Renée ne posait pas de questions. Elle savait qu'il valait de mieux ne pas se mêler des affaires de Marcel, car son empire était bâti sur le secret, l'efficacité et le contrôle absolu. Elle alla jouer le rôle de l'épouse parfaite jusqu'à ce que sa cousine Lisa disparaisse. Lisa Dupré était sa cousine préférée, avec laquelle elles ont grandi ensemble, partageant des secrets, allant à des fêtes, se protégeant l'une l'autre du monde. Lorsque Renée a épousé Marcel, Lisa a été la seule à remarquer les signes avant-coureurs. « Je ne lui fais pas confiance », dit Lisa un soir en sirotant un verre, au bar. « Il est trop calculateur. » Renée l'a repoussé en lui assurant que Lisa n'avait jamais aimé les hommes qui avaient trop de pouvoir. Mais un jour, Lisa a disparu, sans dire au revoir, sans laisser de traces ni de preuves. Renée est dévastée, mais Marcel est indifférent. « C'est Houston, » dit-il en haussant les épaules. « Les gens disparaissent tous les jours. » À ce moment-là, Renée se souvient que quelques jours avant la disparition, Lisa était venue poser des questions sur le restaurant, demandant pourquoi la viande de Marcel avait un goût si différent et pourquoi certains employés semblaient avoir peur de lui. Renée n'a pas pu s'empêcher de penser que Lisa était trop proche, et lorsqu'elle a commencé à chercher des réponses, elle s'est rendue compte qu'elle était la prochaine. Ce soir-là, l'atmosphère est tendue dans la maison des Bennett. Marcel avait bu plus que d'habitude. Ses pas lourds étaient incertains lorsqu'il trébucha dans la chambre, et l'odeur du whisky perçait dans l'air. Renée le regarda s'effondrer sur le matelas, respirant lentement et profondément, inconscient à cause du froid. Son cœur battait la chamade, car c'était sa seule chance. Pendant des années, elle avait suivi ses règles, ignoré les avertissements, détourné le regard lorsque les choses ne collaient pas. Mais tout a changé lorsque Lisa a disparu. Cette nuit-là, déterminée à découvrir la vérité, Renée se faufila discrètement dans le couloir, passa les escaliers de l'entrée et sortit par la porte de derrière, où Marcel gardait les clés du restaurant. La nuit était calme, trop calme. Les employés de Marcel étaient partis depuis longtemps, et la rue devant le Bennett's Smokehouse and Grill, habituellement très animée, était étrangement vide.
Les seuls sons c'étaient le bourdonnement rythmique d'un lampadaire défectueux et le bruissement occasionnel des rats dans la ruelle. René hésita à l'entrée. C'était le point de non-retour. Si Marcel découvrait qu'elle avait mis les pieds dans ce congélateur, elle ne pourrait pas vivre avec ce fardeau. Mais il fallait qu'elle sache. Les doigts tremblants, elle inséra la clé dans la serrure et ouvrit la porte pour entrer dans le congélateur où se trouvait la vérité. Le congélateur était immense et s'étendait sur toute la longueur de l'arrière-cuisine. Le long des murs, de grandes étagères industrielles étaient empilées avec des paquets de viande emballés sous vide, ou ce qu'on lui avait toujours dit être de la viande. Le souffle de René s'arrêta dans l'air glacial lorsqu'elle fit un pas de plus dans la pièce. C'est alors qu'elle la vit. Une table en acier, rayée et tachée, trônait au centre de la pièce. Une scie de boucher, une série de couteaux et un tablier ensanglanté étaient posés dessus. Après cela, une odeur nauséabonde l'envahit. Non seulement le goût métallique du sang, mais aussi quelque chose de pire, quelque chose qui fait gronder son estomac de dégoût. Elle tendit la main vers l'un des emballages en plastique qui se trouvait sur l'étagère la plus proche. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle l'approcha, examinant attentivement l'étiquette écrite au marqueur noir. Elle s'attendait à voir écrit « bœuf » ou « mort-porc », mais au lieu de cela, il y avait écrit « gauchet ». L'estomac de René se tordit. Elle saisit un autre paquet, étiqueté « cuisse », puis « torse ». Sa vision se brouille et elle bascule en arrière, heurtant la table en acier. Le couteau tomba sur le sol, le bruit de sa chute résonnant dans la chambre gelée. Tout son univers bascule. Ce n'est pas un simple restaurant. Marcel se voyait servir de la chair humaine. Et puis, l'horreur finale. Au fond de la pièce, sous la bâche imbibée de sang et la lumière fluorescente, quelque chose brille. Un bracelet en or. Elle connaissait ce bracelet. Elle l'avait vu sur Lisa des centaines de fois. Les mains tremblantes, René l'attrape et le retourne. Ses pires craintes se confirment. Lisa est là et René comprend ce qui lui est arrivé. Marcel avait poignardé à mort sa propre cousine. René sursaute. Il faut qu'elle sorte. Elle se retourna et commença à avancer aussi vite que possible, en essayant de ne pas faire de bruit. Mais à peine a-t-elle atteint la porte que son pied glisse. Elle regarda vers le bas, une flaque de sang frais s'étalait sur le carrelage menant de la table en acier à l'égout du sol. René serra le poing pour ne pas crier, attrapa son bracelet et se força à avancer, se glissant hors du congélateur et fermant la porte derrière elle. Lorsqu'elle atteint la voiture, tout son corps tremble. Elle s'agrippe au volant, essayant de reprendre son souffle, mais elle n'a pas le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Au matin, elle avait pris une décision. Elle irait voir la police. Marcel avait passé des années à perfectionner l'art de la tromperie, capable de lire les gens, de reconnaître les mensonges et de sentir quand quelqu'un cachait quelque chose. Cette compétence l'avait aidé à survivre, et lorsqu'il alla regarder René cette nuit-là, il a réalisé qu'elle voyait qu'elle avait découvert son secret. Mais Marcel n'était pas impulsif. Il n'a pas explosé de colère, ni exigé d'explications. Il a simplement regardé et attendu. Il la laisse croire qu'elle l'a trompé. En rentrant le soir, elle fait comme si de rien n'était. Elle l'embrasse sur la joue, marmonne qu'elle est si fatiguée et va se coucher. Mais Marcel remarque que ses mains tremblent, que ses yeux ne rencontrent pas son regard, et, surtout, qu'elle n'a pas mangé un morceau. C'est la seule preuve dont il a besoin. Le lendemain matin, René se réveilla avant même que le soleil ne se lève, s'allongeant dans son lit et regardant le plafond, ses pensées s'agitant dans tous les sens. Deux options s'offraient à elle, aller directement à la police, au risque que Marcel l'apprenne, ou l'affronter en face à face pour tenter de l'arrêter. Elle a choisi la mauvaise voie. Marcel était assis à la table de la cuisine, buvant son café du matin, et René se tenait en face de lui, serrant le plan de travail
jusqu'à ce que ses doigts ailés deviennent blancs. Elle chuchote « Marcel, je sais ce que tu as fait. J'ai vu le congélateur, j'ai vu les paquets, j'ai vu le bracelet de Lisa, et toujours rien. » Mais Marcel se contente de remuer son café en silence, comme si ses paroles n'avaient pas d'importance. « Je ne sais pas depuis combien de temps tu fais ça, » poursuit-elle en reprenant courage. « Mais il faut que ça cesse. Je ne peux pas garder ton secret plus longtemps. » Elle se prépara à une explosion de rage, mais au lieu de cela, Marcel sourit et, d'une voix froide et calme, demanda « Et qu'est-ce que tu comptes faire de cette information, chérie ?» Un frisson parcourut l'échine de René. C'était la réponse d'un homme qui avait déjà pris une décision. Son instinct lui hurle de fuir. Elle se retourna, mais il était trop tard. Marcel s'élança. Elle eut à peine le temps de réagir avant que ses mains n'entourent sa gorge et ne la plaquent contre le mur. Sa tête heurta le plâtre et une douleur insupportable éclata dans son crâne. Elle haleta, essaya de se libérer, griffant ses mains, mais Marcel était bien plus fort. Sa vision se brouilla tandis que sa poigne se resserrait. Elle essaya de crier, mais aucun son ne sortit. Des pointes noires clignotèrent dans ses yeux et son ouïe fut étouffée par sa respiration lente et régulière. Ce n'était pas de la rage, ce n'était pas une impulsion, c'était planifié. Il attendait, observait, savourait le moment. Elle réalisa qu'elle ne sortirait pas vivante de cette maison. Alors qu'elle pensait s'évanouir, Marcel la lâcha brusquement et René s'effondra sur le sol, haletant et cherchant de l'air. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, avant qu'elle ne puisse crier ou se débattre, le couteau était déjà dans sa main. Elle remarqua à peine l'éclat de l'acier, la douleur vive et brûlante, puis la chaleur, une chaleur profonde et lancinante qui se répandait dans son ventre. Elle baissa les yeux, le couteau était planté jusqu'à la garde, juste sous ses côtes, et son sang suintait entre ses doigts lorsqu'elle saisit la blessure. Marcel tourna la lame et un cri étranglé s'échappa de ses lèvres. Elle tomba, son corps heurta le carrelage de la cuisine avec un bruit sourd, la pièce bascula, le plafond flotta au-dessus d'elle et le sang se répandit autour d'elle. Elle essaya de bouger, mais ses membres étaient larges et lourds et sa bouche était immobile. Elle pouvait entendre Marcel bouger, fredonner comme si c'était un jour normal dans sa cuisine. Alors que sa vision se brouillait, elle le vit s'accroupir à côté d'elle, s'essuyer les mains sur une serviette, se pencher près d'elle et lui parler doucement. « Tu aurais dû rester en dehors de mes affaires, bébé. » Ce sont les derniers mots que René a entendus. Marcel se tenait au-dessus de son corps, essuyant les dernières gouttes de sang de ses mains. Il avait déjà fait cela d'innombrables fois, mais cette fois-ci, c'était différent. Il s'agissait de sa femme. Pendant un bref instant, il hésita, non par culpabilité, non par amour, mais parce qu'il s'agissait d'une affaire personnelle. Les affaires personnelles exigent masse de la précision, et Marcel n'a pas perdu de temps. D'abord, il lui saisit les chevilles et la traîna sur le sol de la cuisine, laissant derrière lui une épaisse traînée de cramoisie. Puis, la porte arrière s'ouvrit, révélant son véritable lieu de travail. Une salle de boucherie entièrement équipée avec des tables en acier inoxydable, des scies industrielles et des crochets suspendus au plafond. La plupart des gens pensaient que cette pièce était destinée à la transformation de la viande, mais ils ne savaient pas de quel type. Marcel allongea René sur la table, le corps affaissé, la peau encore chaude. Il a pris une grande inspiration, l'a serré contre lui et a fait un mouvement rapide. La première entaille est toujours la plus difficile. Son couteau pénétra dans sa chair avec facilité, coupant à travers les muscles, sectionnant soigneusement les tendons. Au fil des ans, il avait affiné sa technique. Pas de mouvements inutiles, pas de force excessive, juste de l'habileté. Il commença par séparer les bras, puis sépara soigneusement les jambes. Et lorsqu'il eut terminé, René était méconnaissable. Rien en elle ne ressemblait à la femme qu'il avait autrefois
appelée son épouse. Elle n'était plus que de la viande. Marcel emballa soigneusement chaque partie, scella les morceaux sous vide, les étiqueta, les plia et les rangea. Mais cette fois, il devait être malin. Renée n'était pas n'importe qui. Les gens la connaissaient, pouvaient repérer sa disparition. Se débarrasser du corps n'était pas une option. Le brûler non plus. Alors il a imaginé un meilleur plan pour s'assurer que personne ne retrouve jamais sa trace. Cette semaine-là, le Bennett's Smokehouse and Grill a lancé un nouveau plat, le burger signature de Marcel. Il s'agissait d'un plat spécial à durée limitée, riche, juteux, différent de tout ce que les clients avaient déjà goûté. Marcel connaissait un secret que ses employés ignoraient. Ils ne se demandaient pas d'où venait la viande supplémentaire, pourquoi elle était déjà hachée, assaisonnée et conditionnée en portions parfaites. Tout ce qu'ils savaient, c'est que ce plat était sacrément savoureux. Les clients font la queue, certains viennent 2 fois dans la même journée, affirmant que c'est la meilleure chose qu'ils aient jamais mangée. C'est quoi cette viande? Elle est si tendre. Ils promettent de continuer à la proposer sur la carte. Marcel se contente de sourire et de hocher la tête en les regardant prendre bouchée après bouchée, sans se rendre compte qu'ils sont en train de dévorer sa femme, sans équivoque. À chaque hamburger qui quittait sa cuisine, Renée disparaissait, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. Pendant des semaines, personne ne s'est interrogé sur la disparition de Renée, car Marcel avait toujours la réponse. Renée a fait ses valises et est partie. Elle ne pouvait plus supporter le stress du restaurant. Pour le monde extérieur, Marcel n'était qu'un mari brisé qui essayait de faire tourner son affaire. Et les gens ne faisaient pas attention à Renée parce qu'ils étaient trop occupés à parler de nourriture. Le restaurant n'a jamais eu autant de succès. Les clients font la queue pour le fameux hamburger, dont ils vantent la texture riche et beurrée et la saveur profonde qui persiste à chaque bouchée. Les critiques gastronomiques sont dithyrambiques et les journaux locaux couvrent l'ascension fulgurante de Bennett's Smokehouse and Grill. Marcel a pris tout cela à cœur. Il a souri, serré des mains et continué à moudre, assaisonner et servir jusqu'à ce qu'il se sente trop à l'aise. C'est alors que l'inspecteur sanitaire s'est venu. Marcel a toujours traité les inspections avec un calcul froid. L'argent froid et dur, l'aidait à régler les problèmes. Il payait les inspecteurs en leur glissant des enveloppes épaisses remplies de notes pour qu'ils ne notent pas les infractions. Et cela a toujours fonctionné jusqu'à ce qu'Andrew Frankie, fraîchement sorti de l'université, se présente pour une inspection de routine. Il ne se souciait pas des accords en coulisses, il suivait les règles. Lorsqu'Andrew est entré dans le Bennett's Smokehouse and Grill pour l'inspection, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait y voir. Au début, tout semblait en ordre. La cuisine était propre, l'équipement était conforme aux normes et l'entrepôt de viande était bien approvisionné. Mais lorsqu'il a vérifié le congélateur, un endroit où Marcel ne laissait personne aller, dès qu'Andrew a ouvert la lourde porte métallique, une odeur répugnante l'a enveloppé. Ce n'était pas seulement de la viande crue, c'était de la pourriture qui lui glaçait l'estomac. Ses deux mains tremblent lorsqu'il ouvre le paquet et ses doigts glissent sur le plastique glacé. Au lieu des inscriptions « bœuf » ou « telan au porc », il a vu « bras gauche », puis « cuisse », puis « torse ». Le souffle coupé, les enquêteurs ont rapidement arrêté Marcel et le congélateur a été mis sous scellé. L'enquête a révélé que 12 personnes disparues, et peut-être beaucoup plus, étaient liées aux activités de Marcel. Des victimes disparues depuis plus de 2 ans ont été retrouvées dans l'estomac de clients réguliers. Les gens ne tarissent pas d'éloges sur le fumoir et le grill, sans savoir ce que mangeait d'un de ses victimes. Le procès de Marcel fait sensation. Dans une salle d'audience remplie de familles, de victimes et de témoins, l'accusation a exposé l'essence même des crimes. Marcel tuait depuis des années
perfectionnant ses méthodes, faisant croire aux gens qu'il mangeait quelque chose de rare, d'exotique. Et le pire, c'est qu'il prenait plaisir à le faire. Lorsque le juge a demandé « Pourquoi avez-vous fait ça ?», tout le monde s'est penché en avant, mais Marcel a souri. De la voix la plus froide, la plus glaçante, il a dit « Vous avez aimé ma nourriture, c'est tout ce qui compte. » La salle s'emplit de halètements, une femme s'évanouit, un homme n'en peut plus et se jette à terre. 2 heures plus tard, le verdict tombe. Marcel Bennett est coupable de meurtre, de cannibalisme, d'abus sur un cadavre, de falsification de preuves et de contamination de la nourriture. Il est condamné à mort. Pourtant, alors qu'il est déconduit hors du tribunal, son visage reste calme, sans regret ni peur, avec seulement un sourire en coin, comme s'il savait que son secret resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Marcel a passé 3 ans dans le couloir de la mort, refusant les interrogatoires et ne faisant pas appel de sa condamnation, passant ses journées comme s'il tenait toujours son restaurant, cuisinant pour les autres prisonniers. Certains gardiens ont juré l'avoir entendu murmurer des recettes avant de servir, comme s'il donnait encore des gens à ses victimes. Le jour de l'exécution, Marcel a eu le choix du dernier repas. La plupart des prisonniers ont demandé des plats réconfortants, mais lui a demandé un steak saignant. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il s'est contenté de sourire et de répondre « un dernier goût », en mâchant lentement, comme s'il goûtait quelque chose de familier qu'il avait déjà mangé. Lorsqu'on lui a demandé quels étaient ses derniers mots, il a dit regarder droit dans les yeux les témoins, parmi lesquels se trouvaient ses victimes et d'anciens clients, et a dit « Vous avez tous aimé ma cuisine, vous avez tous aimé ma nourriture, et vous ne saurez jamais quelle part était vraiment la mienne. » La salle s'emplit de halètements, un homme s'évanouit, un autre est de furieux. Marcel Bennett a été déclaré mort à 19h42 et son corps a été incinéré. Ses cendres ont été dispersées sur la décharge, un lieu rempli de pourriture et de décomposition. Mais même après sa mort, une question hantait la ville. Combien de personnes ont mangé de la chair humaine sans le savoir? Combien de clients, de critiques gastronomiques et même d'enfants ont été victimes de ces crimes? Le restaurant a été fermé, le bâtiment a été réduit en cendres, mais son souvenir ne s'effacera jamais, car pendant des années, les gens ont participé à ces atrocités, non pas de leur plein gré, mais parce qu'il les y a forcés. C'est là sa dernière victoire. Il ne s'est pas contenté de tuer. Il a forcé tout le monde à participer à son cauchemar. Morsure après morsure, plat après plat, sans jamais connaître la vérité. L'histoire de Marcel Bennett n'est pas seulement celle d'un meurtre, c'est aussi celle de la tromperie, du pouvoir et des horreurs qui se cachent à la vue de tous. Un homme qui a perfectionné l'art de l'illusion, non seulement dans la cuisine, mais aussi dans la manipulation d'une ville entière, a pris quelque chose qui était censé apporter de la joie et l'a transformé en quelque chose de monstrueux. Il ne s'est pas contenté de tuer, il a fait connaître ses crimes au monde entier. Et le pire, c'est que personne ne s'est douté de rien, car parfois, les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui se cachent dans l'ombre, mais celles qui vous sourient derrière le comptoir, vous servent de la nourriture avec un rire amical, vous font confiance avant de faire de vous leur prochain repas. Que feriez-vous si vous découvriez que vous avez mangé de la chair humaine sans le savoir? Seriez-vous capable de vous en remettre, ou cette pensée vous hanterait-elle à jamais? Dites-le-moi dans les commentaires, car dans un monde plein de secrets, ce que vous ne savez pas peut parfois vous tuer. Abonnez-vous à notre chaîne où nous découvrons les crimes les plus sombres et les plus troublants qui aient jamais secoué le monde. Et appuyez sur le bouton de notification parce que certaines histoires sont trop horribles pour être oubliées.